Quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu es prêt à investir? Il dit, moi, je suis prêt à investir pour 3, 5 ans, 8 ans. Mais quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu es prêt à trader? Il dit, oui, moi, je veux trader, je veux faire de l'argent dans 3 à 6 mois. Comment ça fait du sens? Moi, j'ai réalisé dernièrement que la façon que j'ai quitté mon emploi grâce au trading, c'est que j'essayais pas de trader pour quitter mon emploi. Je tradais pour bâtir mon compte. Un des trucs qui est très dangereux, c'est qu'on a dit, faites vos propres recherches, mais les gens, bientôt, ils vont écouter ce podcast, les nouveaux, et ils vont penser qu'on est fous. Parce qu'on va leur dire de vendre alors que le marché continue à monter. Et ça, c'est quelque chose qui est super important parce qu'à différents moments, quand le marché est très haut ou très bas, les fous ont l'air raisonnables et les gens raisonnables ont l'air fous. Comme vous savez déjà, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyser des décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué et risque. Ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perdre, voire grande perte. Donc toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Premièrement, attention, nous sommes avec monsieur... Jean-Philippe Rousseau. Monsieur... Mathieu Gillet. Et monsieur... Gauri Shankar Kandavel, Gauri Kandavel. Gauri. Exactement. Et moi-même, Samuel Lévesque. Et pourquoi on est venu avec ce sujet aussi, une des raisons, on était avec Mathieu il y a une semaine environ. On est allé manger un burger à un resto. Et à côté de nous, il y avait une table. Et à la table, c'était plus fort que moi, je les entendais parce qu'ils parlaient fort. C'est pas parce que je suis mémère, c'est parce qu'ils parlaient fort. Et il parlait de Bitcoin, de crypto, de SP500. Puis le gars a dit des choses super intéressantes sur les frais. Que comme quoi, il y a plein de frais, puis il faut faire attention aux frais. Puis la plupart, les frais cachés, puis la plupart des endroits où tu investis, il y a tellement de frais qu'il te reste rien et que tu es mieux de juste acheter le SP500. Puis c'était super intéressant parce qu'il avait dit des choses qui étaient 100% vraies et que la plupart des gens ne savent pas. Donc, je trouvais ça intriguant. Mais malgré ça, malgré qu'il savait ces choses-là, il y avait beaucoup de petites choses que j'ai réalisées qu'il disait. Puis même ensuite qu'on a mastermind pendant les derniers jours parce qu'on était à l'événement de Tony Robbins, Date with Destiny, qu'il y a beaucoup de fausses croyances, mais ils sont tellement vrais, tellement ancrés, que sans réaliser, ça nous donne des attentes, ça nous donne justement des croyances envers l'investissement, le trading, les finances. Et même si on sait que c'est pas comme ça, subconsciemment, c'est ce qu'on s'attend et on agit comme ça. Et justement, juste là, le gars, il parlait aussi du SP500, puis comme quoi, en moyenne, le SP500, il a fait 10%, puis si tu regardes les 10-20 dernières années, sur les 10-20 dernières années, il a fait 100%, 200%, donc il fait environ 100% par 10 ans, et donc 100% par 10 ans, c'est 10% par année, et il a dit quelque chose, tu sais, c'est 500 plus grosses compagnies des États-Unis, moi, je peux pas perdre. C'est ce qu'il a dit, je peux pas perdre avec ça. Parce qu'il disait à son ami, tu sais, de lâcher les fonds mutuels puis tout ça, puis c'était de la merde, ce qui est vrai, puis de juste acheter le SP500 qu'il allait payer presque aucun frais et que tu pouvais pas perdre avec ça. Ce qui est clairement pas le cas non plus. Mais le premier sujet, justement, que moi, je voulais amener, puis après, on va pouvoir partager peut-être chacun d'entre nous différentes croyances qu'on a réalisées que les gens ont, qui amènent des défis côté trading, investissement et finances. Et moi, un de ceux que j'ai réalisé dernièrement, comme ça m'a vraiment... Je le sais, mais on dirait... J'ai vraiment réalisé que les gens, ils le faisaient beaucoup. C'est que... On dit souvent ça, justement. Ah, le SP500, ou peu importe. Là, je prends le SP500 parce qu'on est parti sur le SP500, donc c'est ce que je vais utiliser. Hein. Ceux qui savent pas c'est quoi, le SP500, c'est un indice qui est, dans le fond, les 500 plus grosses compagnies des États-Unis. Pondéré de différentes façons, mais en gros, c'est censé être les 500 plus grosses compagnies des États-Unis mis ensemble dans un indice, puis cet indice ces 500 compagnies-là monte et descend en valeur. Et dans le fond, j'ai réalisé, mais les gens, en fait, à cause qu'ils croient ça, ils s'attendent ensuite que investir et trader va leur donner des résultats constants. Dans le fond, ils se disent 100%, c'est égal à 10% annuel en moyenne. Donc, je m'attends à avoir 10% annuel. Puis si on va sur plus profond pour les gens qui sont des traders ou des investisseurs plus actifs, surtout les traders, 10% ou on va dire 12%, je vais arrondir 12% annuel. 12% annuel, je m'attends à avoir 1% par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va voir ça aussi même sur des plus grosses compagnies, comme par exemple, si je regarde Apple, on va dire Apple, dans les 10 dernières années, elle a fait 1200%. Ce qui est le cas en passant, 1000 et quelques. Et là, tu te dis, OK, Apple fait en moyenne 100% par année. 100, 120%.
Là, tu dis, OK, 120% par année, donc je vais faire 10% par mois. Et on dirait, en mode investissement, les gens le réalisent moins. Ils sont comme, OK, c'est correct, 100% par année, blablabla. Mais en mode trading, c'est vraiment comme ça. Les gens s'attendent à faire 10% par mois. Parce que tu te dis, bah, si un Apple fait X montant, moi, je suis capable de faire 5 à 10% par mois, donc 50 à 100% de mon compte de trading. Et ça, c'est un autre sujet qu'on va pouvoir toucher aussi par mois. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que c'est complètement une fausse croyance. C'est absolument faux. Ça crée des attentes irréalistes. Et ensuite, les gens pensent qu'ils vont trader et investir et se faire payer comme si c'était un salaire toutes les semaines, les 2 semaines ou tous les mois. Alors que c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. Le SP500, là, il n'a pas fait 100% en 10 ans. Le SP500, il a fait plus 20% une année, 5% l'autre, plus 12% une année, moins 8% l'autre, moins 15% peut-être une année. Et ensuite, vous allez me dire, oui, mais Sam, c'est la même chose. À la fin de la journée, ça revient que cumulé, ça a fait 100% en 10 ans. Exactement. Ça a fait 100% cumulé en 10 ans. Mais souvent, on le break down comme ça. Ben, 100% cumulé en 10 ans, c'est en moyenne 10% par année. Oui, quand je le dis comme ça, mathématiquement, c'est vrai. Mais c'est complètement faux dans ton portfolio et dans ta façon de ce que tu attends comme résultat. Parce que ça n'a pas fait 10% par année. Ça a fait moins 18% une année. Puis si tu en as acheté trop cette année sans savoir ce que tu fais, ben, tu as commencé à moins 18% l'année qui suit. Donc, c'est pas vrai que tu as fait 10% par année. Se dire ces choses-là, premièrement, côté gestion de portfolio et trading, ça va pas t'aider. Et deuxièmement, ça crée des fausses attentes. Parce qu'il faut que tu sois vraiment conscient que quand on parle de 10% par année sur 10 ans, c'est 10% par année sur 10 ans qui n'a pas été constant. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous allez écouter ça et vous allez dire « Ben, on le sait, ça, Samuel. » OK, génial. Alors, si tu le sais, pourquoi tu as ces attentes irréalistes? Parce que là, je suis en train de dire ça et sûrement que tout le monde dit « Ben, on le sait déjà, ça, c'est logique. » OK, ben alors pourquoi tu n'agis pas de façon logique? Si c'est aussi logique. Et j'ai réalisé, il y a beaucoup de choses logiques que tout le monde sait, mais c'est pas parce qu'ils savent vraiment. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme tu le sais, mais tu le sais pas. Tu le sais, mais tu n'agis pas sur ce savoir-là. Parce que si tu agissais sur le savoir, tu réaliserais que c'est complètement irréaliste t'attendre à faire X somme d'argent de façon constante tous les mois ou toutes les années en te faisant payer un salaire. Parce que ça n'a pas fait 10% par année. Ça a fait 100% cumulé en 10 ans. Ça n'a pas fait 10% par année. Ça a fait peut-être moins 8%, après une autre année moins 7%, puis après ça fait plus 15, plus 20. C'est très différent ça que 10% par année. Et premièrement, en quoi c'est très différent? Tu vas avoir besoin d'avoir une gestion. Peut-être justement quand tu es dans des moins bonnes années, quand le marché est très haut, tu vas devoir être extrêmement défensif. Extrêmement défensif, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien faire, presque rien faire, ou voire rien faire du tout. Littéralement, rien faire du tout. Pendant ces années-là, être complètement défensif pour accumuler l'argent, pour prendre du profit, pour continuer à lire et apprendre. Et ensuite, quand le marché revient à des beaux niveaux, devenir hyper agressif. Et en fait, les gens, on dirait, ils essayent trop d'avoir une balance. Et là, je parle vraiment pour ceux qui veulent faire du trading et de l'investissement de façon active, là. Des gens qui veulent vraiment faire ça de façon plus sérieuse, de façon plus concrète et active. Tu vas passer 2 ans à rien foutre. Et ensuite, les 2 autres années, tu vas tout faire. Et finalement, oui, ça donne 4 ans. Mais tu réalises que tu as fait la majorité de tes moves pendant 6 mois sur ce 4 ans-là. Et que pendant les 2 ans, tu n'as rien fait. Et sur les 2 autres années, tu as fait la majorité de tes moves pendant 6 mois. Puis après, tu as 1 an qui t'a donné la majorité de tes résultats. Et oui, cumuler ces 4 ans. Mais c'est pas vrai que sur le marché, sur ta façon d'être, sur ta gestion et sur les attentes que tu dois avoir envers le marché, c'était 4 ans. C'est faux. Et ça, c'est une grosse erreur que les gens font parce que psychologiquement, ils s'attendent à se faire payer de façon concrète et constante, comme un salaire, toutes les semaines, tous les 2 semaines, tous les mois. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Tu peux faire énormément d'argent pendant 6 mois parce que pendant 2 ans, tu as été défensif, puis après, tu fais plus rien. Ensuite, quand tu vas regarder sur 4, 5, 10 ans, oui, tu vas avoir cumulé ce résultat-là. Mais c'est faux que tu l'as fait en 4 ans. Tu l'as fait en 6 mois parce que tu as été 2 ans patient.
Donc oui, en total, c'est 2 ans et demi, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Puis ça, c'est super important parce que quand les gens ils vont changer cette façon de voir, changer cette façon de penser, ils vont être beaucoup plus réalistes et avoir de bien meilleurs résultats. Côté trading aussi. Côté trading aussi. Genre, tout le monde qui pense qu'ils veulent faire de l'argent, quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu es prêt à investir? Il dit, moi, je suis prêt à investir. Pour 3, 5 ans, 8 ans. Mais quand tu dis à quelqu'un, est-ce que tu es prêt à trader? Il dit, oui, moi, je veux trader, je veux faire de l'argent dans 3 à 6 mois. Comment ça fait du sens? À la fin de la journée, même si tu veux trader, moi, j'ai réalisé dernièrement que la façon que j'ai quitté mon emploi grâce au trading, c'est que je n'essayais pas de trader pour quitter mon emploi. Je tradais pour bâtir mon compte. Comme tu investis pour bâtir ton portfolio. Mais les gens tradent pour faire de l'argent. Mais non, tu dois le bâtir ton compte. Si tu fais 5 à 10% par mois, là, ça ne va pas être tous les mois. Il va y avoir des meilleurs mois, il va y avoir des moins bons mois. Mais sur une année, tu as fait 50 à 100%. C'est comme ton portfolio, là. Tu es prêt à attendre 4-5 ans pour faire 500%, ce qui est environ cumulé 100% par année. Mais si tu veux aller faire 50 à 100% par année en trading, là, l'avantage du trading, c'est que ça se cumule peut-être un petit peu plus vite. Mais il va falloir que tu le bâtisses quand même, ton compte de trading, là. Ça va te prendre 2, 3, 4 ans pour le bâtir puis pouvoir en sortir de l'argent, là. Si tu fais 5 à 10% par mois, bro, tu as fait 50 à 100% par année. Oui, ce qui est nice, c'est qu'à tous les mois, tu cumules un peu plus vite que peut-être l'investissement. Mais ça va te prendre minimum 2-3 ans aussi, là. Il faut que tu le bâtisses, ton compte. So, il faut que les gens arrêtent de voir l'investissement comme « Oh mon Dieu, c'est 10% par année. » Non, c'est pas ça. C'est 200% une année, puis 0 l'autre d'après. Ou plus 10 ou moins 10. Puis le trading, c'est la même chose. Il faut arrêter de voir « Ah, ben je veux quitter mon emploi dans 3 à 6 mois. » Non, bro. Tu dois bâtir ton compte pendant 2-3 ans et ensuite, tu vas pouvoir te prendre des payouts. Tu dois bâtir ton compte de trading comme tu bâtirais un portfolio, là. Ouais, 100%. Et tu vois, quand on parlait du restaurant qu'on a fait ensemble, là, moi, ce qui m'a plus interpellé, c'est le fait que c'était presque une assurance, tu vois, d'aller chercher ce 10% par rapport à ce qui s'est passé de manière précédente sur le passé. Et à la fois, ça t'amène cette attente que tu parlais, en fin de compte, de je vais gagner 10%, mais également avec quel mindset est-ce que tu rentres sur le marché quand tu penses pouvoir aller chercher ce 10% à chaque fois mensuel, ce 10% annuel, pardon, sur une longue période, à quel mindset est-ce que tu rentres dans le marché? Parce que certainement que dans les 5-7 prochaines années, il va se passer des crises comme on a pu avoir sur le passé. Parce que la seule chose que nous, on vient faire, et c'est ce que tu disais, c'est reprendre les 10, 15, 20 dernières années et venir diviser le pourcentage qui a été fait d'évolution sur toutes ces années-là. Ce qui vient totalement shifter au niveau de ton cerveau, le fait que potentiellement, tu vas avoir des pertes au niveau de tes investissements. Ça, c'était bon, ça. Cut! Mais, donc c'est ça. Avec quel mindset est-ce que tu rentres sur le marché et à quel point est-ce que tu vas être prêt à potentiellement prendre des pertes impermanentes par rapport à tes investissements, sachant que tu es sûr et certain de faire des gains. Ouais. Tu vois? Exact. Exact. Puis là, bon, après, on pourrait parler justement de la fausse diversification et risque, mais je vais laisser échanger un peu sur ce sujet à Gori et JP aussi. Est-ce qu'il y a une manière de pouvoir mesurer les pourcentages qu'on pourrait avoir? Parce que pour moi, en trading, c'est beaucoup plus simple pour moi de mesurer parce que tous les fois que je trade, j'ai des données que je peux regarder dans le passé. Tu vois? Avec les chandelles. Mais dans l'investissement, quand ça hit des all-time high, après des nouveaux all-time high, après un autre all-time high, Mais c'est ça l'erreur des gens. C'est que t'es pas censé rentrer dans all-time high. So, ça, c'est une des premières erreurs. Qu'est-ce que tu mesures dans un all-time high? Tu devrais même pas rentrer dans un fucking all-time high. Et je m'en fous que ça continue à monter 200% de plus. Le marché peut continuer à être surévalué, encore plus surévalué, comme il peut être sous-évalué, encore plus sous-évalué. So, comment est-ce que tu viens concrètement faire un investissement? Tu viens évaluer le projet, évaluer sa valeur intrinsèque pour avoir ce point repère, faire une analyse fondamentale macro-économique aussi en général, comme les taux d'intérêt et tout ça, pour comprendre dans quelle situation globale tu es dans le marché. Maintenant, j'ai la situation globale du marché, la situation du marché peut-être dans un secteur en particulier, comme ce serait l'immobilier ou la crypto, etc. Ensuite, j'ai le projet que j'évalue pour m'assurer que c'est un bon projet, parce que je ne veux pas juste acheter une voiture. On sait qu'exemple, Toyota, ils font des bons véhicules. Ça arrive qu'il y ait des Toyota qui sont en mauvaise condition, là. Donc, tu veux t'assurer que c'est un bon véhicule. Et une fois que tu as fait cette analyse de véhicule, tu peux savoir que ce véhicule-là, à ce moment-là, c'est un bon véhicule et il vaut 20 000 $ sur le marché. Donc, toi, maintenant, ton objectif, ça va être de venir sur le graphique
et de voir, OK, est-ce que je suis capable de l'acheter en dessous de ça? Et là, tu vas pouvoir mélanger du price action avec tout ça. Donc, par exemple, OK, ben, live, le marché, il vend le véhicule à 12 000 $. Pourquoi? Pourquoi ce gars, pourquoi JP il me vend cette Toyota à 12 000 $? Alors que toute l'information que j'ai fait des recherches macroéconomiques en général, macroéconomie, micro sur l'automobile, ensuite sur les Toyota en particulier, sur cette voiture en particulier, j'amène mon mécanicien, il regarde l'auto, il me dit, elle est super bonne l'auto. Là, je me dis, tabarouette. Est-ce qu'il y a quelque chose que JP sait que moi je sais pas là? Pourquoi il me vend cette auto à 12 000? Mais là, finalement, on vérifie, tout est beau, puis finalement, c'est juste que JP, il déménage, il n'en aurait plus rien à foutre, il fait juste partir et vendre l'auto le plus rapidement possible. Puis vraiment, on réalise que, OK, comme ça fait du sens, j'ai vraiment une auto à 12 000 $ qui se vend sur le marché à 20 000. J'ai quoi maintenant? J'ai une auto qui est bien au-delà de sa valeur intrinsèque. Et parce que j'ai une auto qui est bien au-delà de sa valeur intrinsèque, je peux maintenant même venir mélanger ça avec mon price action et mes niveaux d'accumulation. Et peut-être, première chose que tu réalises, c'est, oh my God, à 10 000 $, j'ai un magnifique niveau côté graphique, là, price action, etc. Puis tu vois qu'il vient travailler justement dans les zones des 10-12 000. Donc tu vois qu'il est dans ce bloc de 10-12 000, puis il travaille dedans. Puis là, demain, tu regardes un peu, boum, il y a 11 000. Super, je suis dans mon bloc de 10-12 000. Ça match mon price action, ça match toutes les choses que j'ai dit avant. Ça fait du sens. Mais je vais l'acheter maintenant parce que je sais que juste pour retourner à sa valeur intrinsèque, je peux la vendre à 20 000 sans problème. Je pourrais aller la vendre à 18 000 puis je vais sûrement la vendre sans problème parce que c'est 2 000 moins cher que le marché. Moi, j'ai quand même fait 8 000 balles. Mais dans l'investissement, tu veux encore une plus grosse marge de manœuvre. Comme il dit Warren Buffett, tu veux un margin of safety énorme. Donc, tu peux 100% décider d'aller chercher du 1 pour 5, 1 pour 4 dans l'investissement. C'est Ray Dalio. Ray Dalio, il expliquait... Non, excusez-moi, c'est pas Ray Dalio, c'est Kate. Kate, j'ai oublié son nom de famille. Mais il a un gros fonds d'investissement qui vaut 3-4 milliards de dollars. Et lui, ce qu'il fait, c'est que c'est toujours 4 à 6. Comme quand on trade, on fait 1 pour 5. Mais lui, il se dit, est-ce que je peux aller chercher en moyenne 4 à 6 et plus par rapport même à la valeur intrinsèque? Et donc, s'il évalue quelque chose, il regarde le graphique et tout, puis c'est à 10 $ et ça tombe à 5, il sait que le marché peut être sous-évalué. Il va attendre, man. Il va attendre que la valeur intrinsèque, c'est 10-12 $. Bon, après, tu évalues aussi le fait que ça peut augmenter. Donc, par exemple, il voit que la valeur intrinsèque avec la potentielle croissance, c'est 10 à 15 $. Puis après, ça peut croître au-dessus. Mais le gars va l'acheter à genre 3 balles. Et hop, il a 1 pour 5. Est-ce que ça va se rendre à 3 balles? Pas tout le temps, mais c'est juste ça qu'il va acheter. Puis Ray Dalio, il fait la même chose. Ray Dalio, il fait la même chose. Warren Buffett fait la même chose. Howard Marks fait la même chose. Ils font toutes la même chose. Ils préfèrent ne pas prendre une opportunité du tout, même si elle est belle, parce que ce qu'ils veulent, c'est l'opportunité où ils vont être hyper agressifs dessus. Tu sais, tout le monde essaye de se tremper les doigts, là, de se tremper les orteils un peu partout. Je vais acheter un petit peu de ça, je vais acheter un petit peu de ça, je vais diversifier. T'es pas diversifié parce que la première diversification, c'est la gestion de risque. So maintenant, imagine, tu trouves un projet justement qui est une bonne compagnie ou un bon projet crypto, peu importe, à un bon prix et la plupart des gens ne le regardent pas. C'est super difficile de faire ces trois choses-là. Pourquoi la plupart des gens ne regarderaient pas quelque chose de bonne qualité? Et pourquoi quelque chose de bonne qualité serait un bas prix? C'est pas difficile à trouver. C'est juste qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pas difficile à trouver. C'est comme si je te dis, trouve une casquette de telle couleur. Je sais pas moi, une casquette jaune. Jaune banane, arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Ça existe sûrement. Est-ce que c'est difficile pour toi de trouver une casquette arc-en-ciel quand tu sais c'est quoi une casquette et tu sais c'est quoi un arc-en-ciel? Non. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup? Non. Alors, c'est pas que c'est difficile à trouver, c'est plutôt que c'est long à trouver. Il faut être patient parce qu'il n'y a pas souvent ces opportunités-là. Mais une fois que tu trouves l'opportunité, justement, puis le truc, ils ont à 2 $, bro, juste pour retourner à ma valeur intrinsèque qui était 10 balles, j'ai 1 pour 5, là. Donc, je le sais déjà que dans le futur, je devrais être capable d'aller chercher un 500% là-dessus. Ouais, Tu peux pas te dire ça va être ça. Comme toi, quand tu trades, tu peux pas dire ça va être ça. C'est le même principe. Normalement, si tout se passe bien, je peux au moins aller chercher ça. Juste par rapport à ce même sujet, avant que tu dises quelque chose, Matt, tu vois, on a vu sur certains cryptos, la majorité des cryptos, ils ont fait des all-time high il y a comme 2-3 ans, mais c'est vraiment des gros all-time high.
Puis maintenant, c'est dans des all-time low, OK? Ben là, Certaines ça- petites cryptos. Puis ma question pour toi, c'est... J'entends, comme dans mes appels de coaching, j'entends souvent des gens dire « Ouais, cette crypto a fait ce all-time high de, je sais pas, 1000, 2000, 700% ou peu importe X montant de pourcent. » Alors, puisque le prix il est ici, il devrait aller Ridicule jusqu'à comme là-bas. pensée. OK. Ridicule comme Mais pensée. c'est une pensée typique, by the Ouais, way. ben oui, absolument. Et complètement ridicule comme pensée. Pourquoi? Ben, parce que c'est comme dire parce que la France, elle a gagné la Coupe du Monde 3-0 au foot, ben, la prochaine Coupe du Monde, c'est sûr que c'est la France qui va gagner, puis ils vont gagner au moins 3-0. Si je vous dis ça, est-ce que ça a l'air complètement ridicule? Non. On est d'accord que c'est 100% émotionnel. C'est comme si je te dis, la France a gagné 3-0, donc la prochaine Coupe du Monde, c'est sûr qu'ils vont gagner minimum 3-0. Ça veut dire qu'ils font c'est vrai. 3-0 ou plus. Ça veut dire que si la France, elle a gagné maintenant, on va prendre un cas extrême, vous allez comprendre, elle a gagné 6-0. Genre un truc que t'as jamais vu ça en Coupe du Monde, je pense, 6-0 en finale. Eh ben, Ouais. Sûrement avec le Brésil. Ils sont généralement bons. Continue. Donc, la France, elle gagne 6-0 au foot. Et là, tu te dis, ah ben parce que la France, elle a gagné 6-0 au foot, le prochain Coupe du Monde, c'est sûr qu'ils vont gagner minimum 6, peut-être 7-0. Et imagine maintenant, si tu dis, la France, elle a gagné 15-0 au foot. Chose que là, c'est sûr que ça s'est jamais vu. Sinon, l'équipe, elle n'aurait même pas joué au foot en Coupe du Monde. 15-0 au foot, ben c'est sûr qu'aux prochaines Coupes du Monde, elle doit faire minimum 15-0. Vous réalisez comment cette pensée devient complètement ridicule? Mais les gens, ils font ça avec l'investissement. Ah, parce que ça a eu tel all-time high. Alors, c'est sûr, ça va aller au moins là ou au-dessus. Mais ils réalisent pas que ce qu'ils se disent, c'est peut-être que, littéralement, la France, elle a gagné 50-0 au foot. Parce que là, j'exagère tellement parce qu'il y a des projets qui sont allés à des prix complètement exagérés par rapport à leur valeur. Et là, tu te dis, parce qu'ils ont déjà fait 50-0, ben c'est sûr que la prochaine fois, ils font au moins 51-0. 50-0 au foot, t'as joué contre qui? La garderie? Je veux dire, c'est tu vois? Mais les gens, ils viennent prendre cette pensée-là. Ben parce que c'est déjà le all-time high. Et c'est pas parce qu'un projet est mauvais, là. Un projet peut être excellent et pas retourner à son all-time high. Parce que c'est juste que le cycle d'avant, il y a eu beaucoup trop d'argent dans ce projet-là. Et il faut pas oublier que plus une sphère grossit, moins il y a d'argent qui va aller dans un projet. C'est normal. Avant, il y avait juste Bitcoin. Sa dominance, c'était 100%. Tu mettais de l'argent en crypto, c'était Bitcoin. Après, tu as eu Bitcoin, Ethereum, XRP. Tu mettais de l'argent en crypto, c'était ça. Mais plus ça grossit et plus il y a de gros projets, plus aussi l'argent va s'éparpiller dans ces projets-là. Donc, si tu regardes des cycles comme en 2020-2021, où on avait pour la première fois vraiment beaucoup de projets, parce qu'en 2017-2018, c'était encore pas mal Bitcoin, Ethereum, etc. Mais le premier gros bull run où on a eu vraiment plein de projets intéressants, c'était en 2020-2021. Mais là, maintenant, il y a encore plus de projets. Donc, théoriquement, l'argent s'éparpille encore à plus d'endroits. Donc, il y a moins de chances que tout cet argent revienne au même endroit parce qu'il y a encore plus de bons projets. Donc, automatiquement, ça va diluer l'argent dans d'autres projets, ce qui est normal et ce qui est bon. Mais ce qui fait qu'un projet qui a été extrêmement surévalué au dernier bull run, ça ne veut pas dire qu'il retourne à ce prix-là. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est un mauvais projet. Par exemple, il y a certains projets que j'ai évalué leur valeur intrinsèque à environ 25-30 $. Pourtant, leur all-time high, c'est 60. Ouais. Puis je me dis, est-ce qu'on peut aller jusqu'à 60? Je ne sais pas. Mais je sais que je l'ai acheté à 3 $ et que sa valeur intrinsèque, d'après moi, c'est environ 25-30. So, je sais que normalement, je peux me faire un x5 à x10 juste pour retourner à ce que je pense qu'il vaut vraiment. Mais après, aller à 60 $, qui est le all-time high, c'est plus que le double de ce que je pense qu'il vaut vraiment. Est-ce que ça veut dire que le projet, il est mauvais? Non, il va de 3 $ à 25 $, peut-être 30, 35 avec le hype. Est-ce que ça veut pas dire qu'il peut continuer à grossir puis éventuellement battre son all-time high? Oui. Ça veut pas dire qu'il va le faire. Donc ça c'est complètement erroné comme système de pensée. J'ai juste deux autres questions. Juste pour donner un peu de nuggets pour des gens, OK? Ça serait quoi tes top 3, admettons, points ou sinon, admettons, critères que tu regardes ou que dans ce genre de circonstances, dans ce genre de situation-là, oui, ce projet peut retourner à son all-time high anytime soon. Ben, c'est pas mal plus que 3 critères, puis on a déjà fait une vidéo là-dessus. Je pense qu'on en a parlé là. Ouais, on a fait dans des derniers épisodes. épisodes sur comment évaluer un projet. Ben, ça revient exactement ça.
tu as besoin de trois choses. Évaluer la situation macroéconomique globale, et veux-tu évaluer la situation macro-micro du secteur, puis ensuite évaluer le projet pour trouver sa valeur intrinsèque. Et quand je dis évaluer le projet, on rentre l'analyse graphique dessus aussi. Mais on en a rentré beaucoup plus en détail sur un des derniers épisodes. Puis deuxième question, je voulais demander, c'est... je pense qu'il y a une différence entre des patterns puis des cycles. Par exemple, j'entends souvent dans mes appels de coaching, certaines personnes ils me disent « Ouais, à chaque halving, c'est ça qui s'est passé. Ou à chaque élection, c'est ça qui s'est passé avec soit le Bitcoin ou d'autres cryptos ou d'autres projets. » Tu vois? Ça serait quoi ton opinion? Est-ce que tu dirais... Ça, c'est une des choses que les gens m'en parlent souvent dans les appels de coaching que je fais. Ils me disent « Ouais, j'ai hâte au prochain halving parce que c'est ça qui devrait arriver. » C'est quoi ton opinion par rapport à ces patterns qui s'est passé dans le passé? C'est pas des cycles, right? C'est un biais cognitif que l'être humain aime faire pour simplifier les choses. Donc, je te dirais que c'est juste essayer de cognitivement simplifier quelque chose pour essayer de le comprendre et pour que ça fasse du sens pour les gens d'en acheter à ce moment-là ou pas. Mais en aucun cas, c'est de la vraie... Juste comme ça. Ça veut pas dire que c'est mauvais, le halving, et que c'est pas bon à prendre en compte. Mais juste comme ça, dans ce système de pensée, c'est une façon de penser simplifiée pour cognitivement pas te donner des mots de tête et finalement te donner la réponse que tu voulais avoir, qui est d'acheter ou de vendre ou d'avoir peur ou d'être excité. Donc, je veux pas rentrer super en détail dedans parce que là, on peut aller loin, mais c'est juste le cerveau humain veut simplifier les choses. Et c'est sa façon de le simplifier, mais c'est pas valide. OK. En fait, le point sur lequel je voulais rebondir, qui était vachement intéressant, et tu en as bien reparlé en plus, Sam, juste après, c'est par rapport aux attentes que les gens peuvent avoir quand ils viennent s'investir sur le marché. Et ça m'a fait un lien dans ma tête avec le marché de l'immobilier, où les gens, quand ils viennent acheter de l'immobilier, ils pensent à la valeur potentielle de revente, mais tout en n'ayant pas réellement réfléchi au prix réel qu'ils étaient censés l'acheter. Et ils l'achètent au prix du marché, réel prix du marché, et en espérant prendre l'inflation et se dire que dans 10 ans, je vais revendre à un prix plus cher. Et c'est également ce que font les gens en investissement de type crypto. Ils achètent au prix du marché en pensant que sur la base de ce qui se développe dans ce domaine-là, je devrais faire tant de pourcents sur ton année. Et c'est la pire des réflexions pour potentiellement faire des gains. Parce que ce que tu veux, et c'est ce qu'a bien partagé Sam, c'est acheter à un prix inférieur, donc acheter sur la base d'une remise de la valeur intrinsèque, revendre potentiellement une des parties sur la valeur réelle et potentiellement espérer qu'il aille plus loin. Mais c'est pas sur cette base-là que tu vas venir chercher tes profits. Tu vas venir chercher tes profits sur la base de la vraie valeur du projet sur lequel tu viens investir, comme tu es censé le faire en immobilier, comme tu es censé le faire comme pour tout investisseur qui veut développer ses finances, tout simplement. Ouais. Le challenge, je pense, au travers de tout ça, c'est que les gens se basent énormément sur l'information qui leur est facilement accessible plutôt que de vouloir chercher en profondeur. Puis après, tout ce qui est réseaux sociaux et ces choses-là viennent pas aider. Fait que c'est facile comme tu vois quelqu'un qui parle d'un x50, d'un x100, de passer de 100 balles à 1 million en 2 mois ou des choses comme ça. Tu n'as pas nécessairement ces connaissances-là, mais tu vas vouloir, par le hype, suivre cette personne-là. Puis dès qu'une personne, après, va parler d'informations, de prix ou de target spécifique, tu vas rentrer dans cette information-là sans pour autant l'avoir préalablement validée de la meilleure façon parce que tu as été sur l'information qui est facilement accessible plutôt que l'information qui est beaucoup plus, je vais pas dire beaucoup plus difficilement accessible, mais qui va te demander plus d'efforts à aller chercher, plus de concentration, plus de lecture, plus d'informations, investir en soi. Puis des choses comme ça qui vont te permettre d'aller chercher la bonne information. Ça m'a fait vraiment penser à quelque chose parce que récemment, moi et Sam et JP, mais je pense que c'était parti vers la fin, mais moi et Sam ont été à un événement récemment, puis il y avait quelqu'un qui avait vraiment une super de belle présence sur la scène, était bien habillé. Très charismatique. Très ce qui rendait le tout encore plus dangereux. Et
Et, et là, comme chaque chose qu'ils montraient sur l'écran, parce qu'il y avait à peu près... C'est un gros événement de comme 500, 600 personnes, 400, je pense. ouais. 400 à peu près, OK. 400 personnes. Puis chaque chose qu'ils montraient sur... chaque image qu'ils montraient sur le PowerPoint, OK? Moi, je me tournais en arrière, je suis comme ça. Je sais pas si c'est moi, mais ça a pas on dirait que ça fait pas de sens. Ça me disait à chaque fois, yo, c'est super ridicule. C'est stupide. Ça fonctionne pas. Non, c'est du n'importe quoi. Bla, 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 C'était bla. que de l'émotionnel, que du confirmation bias. C'était vraiment n'importe quoi. Je comprends même pas. En tout cas, je suis pas allé là-dedans. Je comprends même pas comment tu mets quelqu'un comme ça sur scène pour. Et là, c'est là où vous devez faire extrêmement attention à qui vous écoutez. Même nous, quand on dit des choses, faites vos propres recherches, restez neutre, créez votre propre opinion. Ne vous laissez pas influencer. Soyez toujours neutre, apprenez, prenez ce que vous avez à apprendre, laissez ce que vous avez à laisser, puis toujours essayez de rester neutre et critique, même quand nous on parle. Allez faire vos propres recherches par-dessus de ça, puis créez-vous une opinion neutre et critique. Faites pas juste gober tout ce qu'on dit. Puis faites très attention à ça, justement, par rapport aux gens en général, parce que, comme a dit Gory, mais c'était horrible, mais vraiment horrible. 80% de l'information qui a été partagée, c'est parfait pour que tu perdes tout. Et je comprends même pas. Et tu vois que la personne ne disait pas avec des mauvaises intentions, là. Elle disait vraiment parce qu'elle croyait que c'était vrai. Mais tu peux croire que quelque chose est vrai, tu peux avoir des bonnes intentions. Je peux faire un café à JP, je peux faire un café à Matt. J'ai les meilleures intentions, je veux mettre du sucre dedans, mais sans faire exprès, je sais pas, puis c'est des cyanures que j'ai mis. Même si j'avais les meilleures intentions, le résultat, il est désastreux. Et donc ça, il faut faire extrêmement attention. Ouais. Le gars, sur les réseaux sociaux, il y avait un super de gros réseaux sociaux. Il y avait plus de 145 000 personnes qui le suivaient sur les réseaux sociaux. Il a fait des centaines de vidéos sur les réseaux sociaux. Puis comme ça m'a dit, il avait l'air de quelqu'un de sympa. Puis il était sympa, tu vois. C'est juste que il était sympa. Et il croyait partager de la bonne valeur. Je veux pas remettre en doute ses intentions. Mais c'était de la merde. Je le dis pas méchamment. C'était juste, mais dramatique, quoi. Attention au nombre d'abonnés en fin de compte sur les réseaux. Parce que de toute parfois, façon, il y a plein de faux abonnés aussi. Ouais, déjà, t'as plein de faux abonnés, mais même un gars qui peut potentiellement avoir pas que des faux abonnés, tu sais, ça donne ce biais de confirmation, encore une fois, qu'une personne qui est suivie par beaucoup de personnes dit forcément des choses qui sont vraies. Et en fin de compte, quand tu te rends compte de cette chose-là et quand tu regardes vraiment ces profils-là, tu te rends compte que c'est pas du tout le cas. Il y a des gens super forts. Il y a un gars, un Français, justement, j'ai oublié son nom, je le suis sur Instagram et tout. Il est rasé, un peu costaud, une barbe brune, j'oublie son nom, il parle souvent de crypto et d'investissement. C'est un des seuls que j'écoute, que vraiment, lui, c'est vraiment intéressant. Comme il dit vraiment des belles choses. Ils ont un podcast aussi, non? Ouais, ils ont un podcast aussi. Il dit vraiment des belles choses en général, de façon assez critique et neutre. Génial. Mais vraiment, 90%, honnêtement, il faut... De toute façon, il faut toujours rester neutre avec tout le monde. Puis ce qu'on dit, c'est pas qu'il n'y a pas d'autres gens qui sont bons. Comme on a dit, il y en a d'autres qui sont bons. Mais il faut vraiment faire attention, tu vois. Parce que moi, à part lui, puis deux, trois autres, ou des gars comme Redalio et tout ça, la plupart, c'est chaud, quoi. Surtout en crypto, c'est des gens que ça fait 1 an qu'ils n'ont même pas fait un bull run de leur vie. Et voilà, ils te parlent d'investissement comme... Et puis, un autre truc à faire attention, c'est qu'il y a une différence entre bon en crypto et être bon à investir. Tu peux être un geek de la crypto, puis connaître la crypto du fond de ta poche, ça veut pas dire que tu sais investir. Comme tu peux être le meilleur cuisinier du monde, ça veut pas dire que tu vas être capable de rouler un resto. Et ça aussi, c'est une grosse différence à faire. Moi, je suis vraiment pas le plus gros connaisseur de la blockchain et de la crypto. J'aime ça, je la connais, mais il y a des gens qui sont pas mal plus geeky que moi et qui connaissent ça beaucoup mieux que moi. Et pourtant, quand je leur parle, par exemple, ça veut pas dire qu'ils savent comment investir. Mais même vraiment loin de là. Ça aussi, il y a une grosse différence. Puis une dernière chose, je veux juste ajouter, parce que ça m'a vraiment marqué, cette personne qui était sur la scène l'autre fois. Il avait dit qu'il avait fait, je pense, 700-800% de profit, OK, à travers les investissements. Mais quand tu les as faits, est-ce que tu savais qu'est-ce que tu faisais ou tu faisais partie de la masse ou que tu savais rien du tout et c'était littéralement de la chance. Tu fais juste suivre du hype. Alors, quand les gens ils vous parlent des résultats qu'ils ont gagnés, juste faites attention. Faites attention. Demandez-leur comme est-ce que tu savais dans ce moment qu'est-ce que tu faisais ou sinon c'était juste mais ça sert à rien de demander ça parce qu'ils vont te dire que bien sûr ils savaient puis ils vont te défiler toutes sortes de données pour te montrer qu'ils savaient, mais ces données-là c'est juste du confirmation bias. La seule question que tu peux poser à la rigueur, c'est depuis combien de temps tu fais tel % de manière régulière. Et ça veut rien dire. La personne peut dire moi ça fait 10 ans que je suis là-dedans puis une fois il a fait 1000%, il a été chanceux. It doesn't mean shit. C'est tant que
tant que la personne, elle est convaincue, elle peut être facilement convaincante. C'est Exact. la pression convaincu-convaincant. Donc, tant que tu es super convaincu de toi-même, même si tu as zéro connaissance, même si tu as zéro compétence, tu peux être facilement convaincant. Ouais. Puis c'est là que ça devient dangereux sur les réseaux sociaux parce que sous n'importe quelle plateforme, tu es convaincu, tu vas facilement arriver à convaincre ton audience. Puis si tu es convaincu basé sur un biais directionnel, émotionnel que tu as, ben imagine comment est-ce que tu vas être capable de transiger cette émotion-là vers une autre audience. Puis j'en parlais à quelqu'un, on en parlait avec quelqu'un hier, que justement, il a quelqu'un autour de lui qui écoute nos podcasts et tout, donc je vais en profiter pour glisser ça. Puis il lui avait dit, ouais, ben moi, je sais pas, il y a telle personne qui m'a parlé d'un meme coin, mais t'as même pas besoin d'être convaincu en plus. T'as besoin d'être excité. Tu peux être le pire guignol de la planète, là. Un guignol, pour les Québécois, c'est un fou. Ou en tout cas, quelque chose de même. Et puis, et si tu es excité, ça va passer. Et justement, un des trucs qui est très dangereux, c'est que on a dit, faites vos propres recherches, mais les gens, bientôt, ils vont écouter ce podcast, les nouveaux, et ils vont penser qu'on est fou. Parce qu'on va leur dire de vendre alors que le marché continue à monter. Et ça, c'est quelque chose qui est super important parce qu'à différents moments, quand le marché est très haut ou très bas, les fous ont l'air raisonnables et les gens raisonnables ont l'air fous. Et ça, il faut le garder en tête. Si on prend des gars comme Ray Dalio ou Howard Marks, qui est un exemple excellent, en 2006-2007, il a arrêté d'acheter. Il n'achetait plus rien en 2006-2007 et il a commencé à vendre. Et ses investisseurs disaient, yo, eux, ils sont en train de faire plus 25%, plus 30%. Nous, on a fait plus 5% cette année, plus 3% parce qu'ils étaient en train de trop vendre. Puis ils étaient super énervés. En 2008, après, ça a crash. La moyenne de la perte sur les autres fonds d'investissement était de 25 à 30%. Lui, il était à plus 5%. Après, en 2009, quand tout a explosé, lui, en 2008, il achetait. Soit en 2006-2007, les gens le traitaient de fou parce qu'il vendait. En 2008, les gens le traitaient de fou parce qu'il achetait. Puis en 2009-2010, le gars, il a fait genre 600-800% en 2 ans, alors que les autres, ils avaient fait faillite et ils étaient après en train de remonter vers des gains. Mais pendant littéralement 4 ans, vous réalisez, guys, 2006, 2007, 2008, 2009, pendant 4 ans, le gars avait l'air d'un fou. Parce qu'il était en train de vendre quand les gens achetaient et il était en train d'acheter quand les gens vendaient. Puis quand tout est en train de faire faillite, lui, il est en train de solidifier ses positions. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réaliser. À certains moments dans le marché, les fous ont l'air les raisonnables. Et les raisonnables ont l'air d'être les fous. Et en plus, le plus intriguant dans tout ça, c'est que les fous, c'est la plus grosse partie des gens. Alors là, tu as un billet qu'on appelle un billet de groupe parce que la grosse majorité, tous les fous, pensent être raisonnables. Et ça affecte beaucoup psychologiquement aussi. Alors là, c'est quelque chose qui va arriver bientôt. Les gens vont acheter des shitcoins, vont acheter des trucs qui sont de la merde, ils vont gagner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et le pire truc qui peut arriver va arriver. Ils vont penser qu'ils ont raison. Et il n'y a rien de pire que gagner pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, alors que tu devrais perdre. C'est la pire chose qui peut t'arriver. Tout un cirque. Ouais. Hey!